Par exemple, il y a un certain Lévy qui est trésorier de la CGT en 1905, 6, 7 dans ces eaux-là. Donc voilà. Et puis, il y a aussi un mouvement qui est encore plus particulier, c'est les natifs d'Allemagne. Alors eux, ce sont des militants, ce sont des jeunes militants qui refusent l'assimilation. C'est des jeunes qui sont issus de la bourgeoisie allemande juive, qui a fait le choix, à partir du XIXe siècle, de s'assimiler à la société allemande. Et là, il y a une rupture de banc générationnelle. Ces jeunes militants remettent en cause l'assimilation telle que leurs parents l'ont prônée avant. Et effectivement, ceux-là vont embrasser vraiment la cause révolutionnaire et se mettre au service du prolétariat allemand d'ailleurs, et juif en particulier. Et c'est des gens quand même qui sont issus de la bourgeoisie, mais qui sont en rupture de banc. C'est ça qu'il faut piger. Et vraiment, il y aura énormément de leaders qui seront issus de cette mouvance, de cette population juive native d'Allemagne. Donc voilà en gros l'ensemble, la toile de fond du mouvement sur qui s'appuie le mouvement libertaire juif. Alors après, dans leur discours, c'est vraiment d'une radicalité extrême. Ils sont anti-électoralistes, ils sont pour de l'action directe, ils sont anti-militaristes, voire pacifistes intégraux. Ils sont vraiment dans une très forte opposition, une radicalité très importante. Il faut lire les journaux. Alors je ne lis pas les titres, mais on en a traduit suffisamment pour comprendre que vraiment c'était des vrais anarchistes. Quoi. Ça, il n'y a pas de souci. Ils ne faisaient pas honte à Bakounine, à Kropotkin et autres grands leaders du mouvement. D'ailleurs, à qui il faisait référence. Alors ce qui est très intéressant et très particulier, donc, c'est la question de la religion. Parce que alors, ils sont d'un athéisme, mais à faire pâlir tous les autres athées. Hein. C'est incroyable, ils ont une haine de la religion qui est énorme. Alors ils sont anticléricaux parce qu'ils accusent les rabbins, effectivement, d'être aux côtés de l'establishment, de la bourgeoisie et des gouvernements en place, hein, quels que soient les pays où ils sont. Donc déjà, il y a un anticléricalisme profond, mais il y a aussi vraiment un repoussoir parce qu'ils ont été tellement imprégnés de cet obscurantisme juif religieux, cette religion hébraïque obscurantiste qui était vraiment très prégnante en Pologne, en Russie, etc., que quand ils arrivent dans les pays d'accueil, ils se retrouvent, y compris en France, hein, avec le début du combat pour la laïcité, etc., et qu'effectivement, ils prennent ces idéaux-là, mais alors à l'extrême. Alors l'extrême, c'est jusqu'à aller le jour du grand pardon, hein, le jour de Yom Kippour, aller manger du porc et fumer devant les synagogues, faire des manifestations pour les rabbins collabos, peu importe, et c'est pas trois personnes, quoi. Sur Baltimore, sur New York, sur Londres, c'est des milliers de prolétaires qui vont devant les synagogues et qui disent qu'ils ne veulent plus de la religion, quoi. Donc c'est vraiment un extrémisme, et les pamphlets sont terribles, sont vraiment très très forts contre la religion. Et ça, c'est quand même quelque chose de particulier, parce qu'en même temps, ils ne vont pas aller manger du porc devant les églises à Noël, effectivement. Ils sont complètement rythmés par la vie religieuse qui les entoure, qui est la vie religieuse hébraïque. Et donc, quand ils font des balles, c'est anti-Yom Kippour, c'est à Yom Kippour. Et y compris, il y a une forme de messianisme de leur part dans leur pamphlet qui est assez étonnant, parce qu'ils connaissent la Bible. Et donc, à un moment, ils utilisent les prophètes. Quand ils s'appellent, il y a des pamphlets où ils disent « Mais Moïse a libéré les Juifs d'Égypte, eh bien, il faut que les ouvriers juifs luttent contre ce patron pour se libérer de ce patron juif. » En gros, il y a des pamphlets comme ça qui existent.
C'est-à-dire qu'il y a aussi une utilisation de tout ce qui est la culture religieuse. Mais tout simplement, pourquoi? Qu'est-ce qu'ils connaissent? Ils arrivent en France, ils arrivent en Angleterre, ils ne connaissent pas vraiment la société qui les entoure. Et donc, qu'est-ce qui est leur culture? C'est la culture qui est rythmée par la religion hébraïque. Et donc, je dis, y compris, que ce qui est important, là, c'est de voir une forme d'ambiguïté, et voire de schizophrénie, entre une haine totale de la religion, quand même, ça va jusqu'à la Krinki, suivant si on parle russe, polonais ou ukrainien, hein, c'est d'ailleurs un petit village à côté de Bialystok. En 1905, il y a un anarchiste juif russe qui balance une bombe dans une synagogue parce que les patrons juifs sont en train de s'y réunir. Voilà, ça va jusque-là. À ma connaissance, à part quelques dérives de l'anarchisme espagnol en 1936, ils ont brûlé quelques églises, je ne crois pas qu'il y ait eu sur ce repoussoir et cette attirance de la religion un autre mouvement, y compris libertaire, qui est allé aussi loin. Donc il y a vraiment ce côté alors de repoussoir jusqu'à la violence révolutionnaire, hein, et en même temps, ils sont réunis par cette culture-là. Et ça, il faut l'entendre aussi. Et ça, c'est assez étonnant parce que c'est quand même une forme de schizophrénie entre les deux qui est relativement importante. Alors, comme l'ensemble du mouvement libertaire, sur un autre sujet, eh bien, le mouvement libertaire a été toujours féru d'éducation. Ça a été vraiment un des fondements de l'idéologie libertaire. Et effectivement, ils ont énormément de parutions. Alors, ce journal, qui est le journal américain, hein, par exemple, le Free Arbeit Stimme, eh bien, il y avait des initiations à la poésie, il y avait des initiations aux sciences, aux mathématiques, écrites en yiddish. Hein. Donc, il y avait vraiment une envie de faire partager un certain nombre de choses dans l'éducation du prolétariat juif. Il y avait traduit en yiddish des nouvelles de Zola, de Tolstoï, etc., qui étaient dans ces journaux sur plusieurs exemplaires. Voilà, c'était vraiment quelque chose qui était aussi, l'éducation était importante, et effectivement, ils ont monté des bibliothèques, des cercles ouvriers, des sortes d'athénées, comme diraient les Espagnols, c'est-à-dire de lieux d'accueil de culture libertaire, et où effectivement on faisait, eh bien, il y avait de la poésie, il y avait du théâtre, il y avait de la musique, il y avait de la propagande. Tous ces lieux étaient des lieux d'accueil de culture libertaire juive. Et y compris le très grand, par exemple, dans l'Isthme de Londres, ils avaient une très grande maison sur plusieurs étages, donc ils avaient les meetings, la propagande, etc. Mais aussi, ils faisaient tout cela, et qui était fréquenté par tous les lieux libertaires qui étaient en exil à Londres. Hein. Il y avait Malatesta, Kropotkin, peu importe, les grands noms, les Mitchell. Tout le monde venait dans ce lieu qui était un lieu d'accueil et qui était aussi ouvert aux non-juifs, bien sûr. Donc, il semble même que dans un coin, de temps en temps, Lénine venait sans rien dire, mais il venait quand même s'y ressourcer aussi. Donc voilà. Donc ils faisaient de l'alphabétisation, et puis ils ont eu aussi, ils ont été à l'initiative des mutuelles aussi, hein, parce qu'à l'époque c'était les caisses ouvrières, c'était pas la sécurité sociale, donc il y avait des mutuelles, mais ils ont créé des mutuelles. Ils ont été aussi aux États-Unis, ils ont créé des colonies autogérées. Il y en a une qui a duré quand même une trentaine d'années. Hein, dans laquelle il y avait des écoles rationalistes, hein, donc des écoles des libertaires, sur le mode de fonctionnement éducatif de l'espagnol Francisco Ferrer, hein, du pédagogue Francisco Ferrer. Il y a eu même des lieux de travail, hein, il y avait des ateliers autogérés, il y avait toute une organisation vraiment de cet espace qui était une colonie autogérée, voilà, comme il y a eu la Sicilia au Brésil. Ça, c'était. Alors, effectivement, aux États-Unis, à l'époque des Juifs, il y avait aussi des Italiens immigrés qui participaient de façon importante. Hein. C'était quand même les deux. C'était à dominante juive, mais il y avait aussi des Italiens et puis d'autres immigrations
allemande, etc. Il y a des individus qui s'y mettaient. C'était des communautés autogérées de plusieurs dizaines, voire centaines d'habitants. Donc c'était quand même très très important ces communautés autogérées. Alors, effectivement, cette éducation, ça va donner une certaine culture. Alors, cette culture, déjà sur tout ce qui est l'athéisme, la lutte contre la religion, etc., elle va déborder. C'est-à-dire qu'ils vont influencer, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est un historien marxiste en plus, alors là, je peux me cacher derrière, il n'y a pas de souci. Elle va déborder sur tout le mouvement révolutionnaire. Vraiment, c'est les pamphlets, tout ce qui est écrit en yiddish sur cette question-là va être reprise et aussi dispatché au sein de tout le mouvement révolutionnaire. Ils vont vraiment influencer sur cette question-là l'ensemble du mouvement révolutionnaire juif. Et puis, il y a beaucoup de poètes. Voilà, celui qui a écrit justement une très belle poésie sur l'atelier de la sueur. Il y a Edelstadt, ça c'est Maurice Rosenfeld. Il y a Edelstadt qui a écrit sur des grèves ouvrières, c'est dans le livre, qui a été mis en chanson aussi, sur des grèves ouvrières de femmes en Biélorussie. Il y a vraiment énormément de poètes qui sont très connus dans le milieu. Il y a des écrivains, et puis il y a des peintres, il y a des photographes. L'un des plus connus qui est passé dans une colonie autogérée, c'est Man Ray, qui est quand même quelqu'un d'assez connu encore aujourd'hui. Et puis il y a des idéologues, il y a des gens qui pensent et qui écrivent l'anarchisme. Donc il y a tous ces gens-là, et puis il y a aussi des gens que je vous conseille, si vous avez un peu de critique sur tout ce qui s'est passé en Russie, et notamment à partir des 20-21, eh bien, il y a une partie de ces juifs anarchistes russes qui vont écrire une critique de gauche du système soviétique et de la prise en main des soviets par les bolcheviks. Il y a vraiment des choses très très édifiantes. Je vous conseille, bon, je ne sais pas si ça n'a pas été réédité, mais il y a par exemple un texte qui a été aux éditions de la Feuille, qui est par un certain Anatole Gorelik, qui est vraiment très très intéressant sur le mécanisme qui a fait que les bolcheviks petit à petit ont pris la main sur les soviets. Il y en a d'autres, il y a eu Damet, il y en a d'autres. Et puis il y a Alexandre Bergman aussi, que je vous conseille, le groupe bolchevique, si vous arrivez à le trouver. Là, il décrit ce qu'il voit. Il n'y a pas d'analyse forcément réelle, mais il décrit ce qu'il voit. Et c'est quelqu'un qui a été partisan de la négociation avec les bolcheviks jusqu'à Kronstadt. Vraiment jusqu'au dernier moment, il a cru qu'avec Lénine, ils n'arriveraient pas à se mettre d'accord. Et donc, dans ce livre, il y a quelque chose qui est édifiant, c'est qu'à un moment, il dit, ben voilà, j'étais sur un marché à Moscou, il y avait de la neige partout, puis je vois arriver 3 fillettes de 8, 10, 12 ans, en haillons, en train de vendre des cigarettes, et puis tout à coup, là, il y a 3 cigarettes, et puis la Tchéka arrive, et puis il les emmène et les accuse de mener petite bourgeoise. Il dit, là, je comprends plus. Là, vraiment, il y a un problème dans la société russe nouvelle. Donc, il y a des choses vraiment qui décrivent, et je crois que ce qui est important de dire, c'est que c'est une critique de gauche du système soviétique. Et que, moi, j'ai mis toute l'exclusivité à la droite et à l'extrême droite, notamment à partir des écrits de Solzhenitsyn, de s'approprier la critique du système soviétique. Les militants libertaires l'ont fait déjà depuis bien longtemps, et bien avant tout ce remue-ménage qui a été fait par la droite et l'extrême droite sur les goulags. Les goulags, je peux vous dire qu'il y a des descriptions de la Croix-Rouge noire anarchiste, il y a des descriptions des goulags en 1920, déjà le nombre de militants liquidés en 1920 par la Tchéka, mais aussi plus tard, dans les années 20, 30, 33, etc., je peux vous dire qu'il y a des textes que je reproduis qui sont des textes très courts, mais qui sont édifiants sur dans quel état ils sont mis, y compris les militants libertaires, dans les goulags. Donc, il y a vraiment une critique là aujourd'hui, à ce moment-là. Ils appellent ça du fascisme rouge. Et bien, effectivement, cette critique-là, elle existe dans le mouvement libertaire dès 1921. Et il y a autre chose qui est assez édifiant sur la façon, sur les connexions qu'il pouvait y avoir, les rapports vraiment très intimes qu'il pouvait y avoir entre l'anarchisme russe et l'anarchisme juif russe, c'est que quand il parle de la répression
parlent de pogrom libertaire. Ils utilisent ce terme-là, pogrom. Donc il y a vraiment une opposition réelle, parce que à l'intérieur du mouvement russe, eh bien, il y a énormément de juifs qui s'y sont engagés dans le mouvement libertaire russe. Donc voilà, notamment en 1905. Mais on reviendra après sur